comment a performé mon portefeuille stock picking en ce mois de mai 2025. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le suivi du portefeuille. Donc je le rappelle, dans cette série de vidéos, je fais le suivi de mon portefeuille stock picking qui contient quelques lignes seulement. En fait, l'idée c'est que j'ai un portefeuille qui est un sous-ensemble de mon portefeuille global, donc le portefeuille stock picking finalement assez concentré parce que je suis exposé par ailleurs au marché via des ETF, des fonds d'action et des crypto-monnaies. Si vous voulez accéder à ce portefeuille complet, vous pouvez le télécharger via le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Donc ce qu'on va voir ici, c'est que finalement j'ai quelques positions et que par rapport au mouvement, on va parler plus en détail par la suite, mais j'ai surtout allégé du Vika et j'ai monté un peu de Jacques Metals et de Morel Prom. Plus de détails par la suite. Donc comme d'habitude, on va passer en revue les différentes thèses d'investissement des positions. Pour Pernod Ricard, donc je rappelle la thèse d'investissement qui n'était pas bonne, du coup je me suis trompé sur ce dossier. L'idée c'était, on va continuer à croître après le déconfinement et je pensais que saisir, on va dire, un point bas sur la normalisation du cours qui se passait sur 2023-2024. Mais malheureusement, ça a continué et ça a même empiré avec les droits de douane, donc la guerre commerciale impacte Pernod Ricard. On a toujours le déstockage aux États-Unis, mais ça va mieux. C'est ce qu'on a vu dans la publication de Diageo. Et par contre, il y a toujours la Chine qui continue à être faible. Et donc maintenant se rajoutent les droits de douane. Pour ce qui est de l'actualité récente du groupe, il n'y en a pas vraiment. Ce qu'on a appris, par exemple, c'est que Pernod Ricard envisage de céder sa marque Mumm de champagne. Donc, ça c'est intéressant. Ça va permettre de désendetter le groupe. Du point de vue des concurrents, on a Diageo qui a publié son plan d'activité du troisième trimestre, qui est pas si mauvais que ça. On a une amélioration de la croissance en séquentiel, donc ça c'est bien. On a un plan d'économie de 500 millions de dollars, donc ça c'est bien également. Ça va permettre de maintenir la marge opérationnelle et ils vont évidemment aussi céder les actifs. Donc pour l'instant, Diageo est endetté à hauteur de 3,5 fois l'EBITDA en dette nette, ce qui est beaucoup. C'est à peu près le même taux pour Pernod Ricard. Donc maintenant, on est dans la phase plan d'économie, cession d'actifs pour se désendetter. C'est une bonne chose. J'attends pour Pernod Ricard que le dividende soit coupé. En tout cas, le solde du dividende soit coupé. Donc ça, c'est la décision à prendre à l'Assemblée générale, d'après le vote des actionnaires. Et j'attends à ce qu'ils cèdent des actifs pour se désendetter. On a eu la publication de Pernod Ricard Amérique du Nord. Il n'y a pas beaucoup de détails chiffrés dans cette présentation. Bon, le CEO de la région se dit confiant pour la reprise, que le déstockage s'améliorerait côté Amérique du Nord. Donc, pas si mal, mais je pense que c'est encore un peu tôt pour venir sur Pernod Ricard. On va attendre. La valorisation est très basse, cela dit, mais on va attendre que le groupe se désendette pour peut-être s'y réintéresser. On passe ensuite à Morel & Prom. Donc Morel & Prom, c'est surtout vraiment un value play, c'est-à-dire que c'est une entreprise, donc on est sur du pétrole, production de pétrole, amont pétrolier. Forte rentabilité, le rendement des fonds propres est à 20 au-dessus de 20 pour Morel & Prom. Il n'y a plus de dette sur le dossier et ils ont une bonne génération de cash flow quand le baril de Brent est entre 60 et 80 $ le baril, ce qui est le cas actuellement. Donc sur Morel & Prom, il y avait eu d'actualité trop récente par rapport au dernier suivi. Dans le dernier suivi, on avait évoqué la suspension de la licence au Venezuela. Également, il y avait eu la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre qui avait été affecté par un effet technique qui sera rattrapé sur le second trimestre. Donc moi, je vais profiter des liquidités que j'ai dégagées sur Vika, j'en parle ensuite, pour me renforcer sur Morel & Prom. Donc je me suis un petit peu renforcé. Pour moi, même si on va perdre une part de l'activité au Venezuela, on reste très peu cher payé, 5 fois les free cash flow, et avec une rentabilité qui est très bonne. Donc il n'y a pas de raison pour moi que le cours aille beaucoup plus bas et je pense que le multiple va se redresser, ou en tout cas les free cash flow vont se redresser. Donc même si on a un multiple constant, les free cash flow vont continuer à augmenter tranquillement, donc ça fera croître le cours de l'action. Et à noter qu'il y a l'Assemblée générale qui va se tenir le 27 mai. Voilà pour Morel & Prom. Sur Mori Construct, il n'y a rien à signaler ce mois-ci, c'est un dossier qui est très tranquille, on est sur une small cap de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une boîte belge, très forte rentabilité, grâce au modèle d'affaires, on a un BFR négatif, donc on a du cash en plus qui nous est donné par les clients pour exécuter les contrats, et on peut placer ce cash qui nous permet d'avoir du résultat financier positif, donc ça c'est très bien comme modèle d'affaires.
La publication du chiffre d'affaires de 2024, qui a été publiée en mars, avait été impactée par les effets techniques avec des chantiers qui ont démarré assez tardivement en 2024. On va avoir un rattrapage sur le second semestre, sur le premier semestre pardon, de cette année, à suivre en septembre. Donc on aura les chiffres en septembre 2025. Donc pour l'instant, je garde précieusement ma ligne. Je n'ai pas d'objectif de cours. Tant qu'on reste décoté, j'ai regardé, on est à 8,6 fois le ratio coût-bénéfice, hein, donc c'est vraiment pas cher payé. Donc tant qu'on reste sur un multiple en dessous de 10 et 20 à 25% de rendement des capitaux et des fonds propres, eh bien, il n'y a pas de raison de s'alléger. Sur Mon Reconfluct, on garde la position. Sur Jacquet Metals, donc là, c'est un tout autre dossier, hein. C'est de la cyclique profonde, c'est-à-dire que c'est un style d'investissement particulier. Il faut acheter l'entreprise quand elle est décotée par rapport à ses actifs tangibles et quand les multiples de valorisation de flux sont élevés, parce que ça veut dire qu'on est en bas de cycle. Et ce que j'ai noté dans les publications que j'ai vues par ailleurs, ArcelorMittal, dans l'acier, on est sur un cycle qui commence à repartir doucement. La dérivée seconde on va dire de la décroissance du chiffre d'affaires est positive maintenant, donc la dégradation est de moins en moins forte. Donc ça donne une idée du cycle qui est en train de repartir. On a eu la publication des résultats du premier trimestre. Jacquet Metals publie complètement ses résultats et pas seulement le chiffre d'affaires, donc ça c'est bien. Bon, ils ont limité la casse, hein, c'est rien de fantastique cette publication, mais on est sur une bonne gestion. Alors ils ont bien géré le besoin en fonds de roulement, mais ça s'est un peu dégradé, hein, donc c'est pas, ils peuvent pas être parfaits non plus, mais ça reste un résultat net positif sur le premier trimestre. Ils continuent à faire des petites acquisitions à droite à gauche pour étendre leur part de marché. Il y a toujours une décote par rapport au stock, hein, donc on a toujours la marge de sécurité et donc a fortiori sur les actifs tangibles également. Donc j'ai renforcé ma position de Jacquet Metals avec la plus-value que j'ai dégagée, la plus-value partielle que j'ai dégagée sur Vicat. J'en parle juste après. Pour moi, Jacquet Metals, la thèse d'investissement reste toujours valide. Premier objectif de cours, toujours à 26 € dans un horizon assez proche, hein. Le cours de l'action a bien rebondi en plus depuis janvier. Donc si j'ai les liquidités à nouveau, je vais continuer à renforcer Jacquet Metals tant qu'on est en dessous de mon objectif de cours. Ensuite, on passe à Vicat. Donc là, c'est aussi de la cyclique, c'est moins cyclique que Jacquet Metals, mais j'ai réussi à l'attraper en bas de cycle sur un peu la même typologie d'investissement, des cotes sur actifs tangibles et des multiples de flux pour le coup qui étaient bas également. Et donc sur ce mois-ci, premier objectif à 55 € atteint. Alors, j'avais laissé traîner un ordre à 55 €. Il y a le dividende qui a été versé, donc mon ordre a été exécuté à 53 en fait. Donc j'ai encadré ici à 55, mais en réalité, mon ordre a été exécuté ici. Si j'avais malheureusement, j'aurais dû prendre ça en compte pour ajuster mon objectif de cours, mais bon, tant pis. J'ai passé un second ordre à 57 et je vais continuer à partiellement prendre mes gains. Donc là, je suis déjà en plus-value, c'est déjà un bagger en fait, en portefeuille, hein. Je suis déjà à plus de 100 % de plus-value sur Vicat, donc je vais prendre sagement mes gains. L'idée, je me dis que le redressement du multiple maintenant, il y a plus beaucoup de potentiel à ce sujet. Donc la performance qu'on pourrait avoir sur Vicat maintenant, ça va être la croissance des bénéfices. Croissance peut-être à mon avis entre 5 et 10 %, mais donc il y a plus beaucoup de potentiel de redressement de multiples, hein. Les 2 moteurs de la bourse, comme, aime le dire, Philippe de Finance Academy, c'est, l'expansion des multiples et la croissance des bénéfices. Sur Vicat, entre 2023 et 2025, vous avez eu les 2. Maintenant, je pense que sur 2025 et par la suite, vous n'avez plus que la croissance des bénéfices et l'extension des multiples va rester un peu faible, hein. Et évidemment, je peux me tromper, hein, je n'ai j'ai pas du tout, la prémonition de savoir ce qui va se passer. Donc, on a eu la publication, alors ce ne sont pas les résultats, c'est le chiffre d'affaires du T1 qui a été publié. Ça a été mitigé, ça dépend des régions, hein, comme d'habitude, l'Europe est plutôt faible. En Amérique, comme d'habitude, on est affecté par la météo. En général, le T1 il est plutôt faible, pour les cimentiers. Donc les concurrents ont fait des publications dans la même veine. Donc voilà, Vicat, moi j'entends donc premier objectif atteint, donc en fait c'est horizon 0 mois, c'est déjà atteint. Maintenant on va suivre, on va liquider la position. Il me reste voilà, un paquet de titres. Je pense que je vais prendre tranquillement mes gains et puis faut s'attendre à ce que je sorte de la position, à mon avis, dans les 6 prochains mois. Téléperformance, donc la thèse d'investissement, c'est la thèse d'investissement value classique, hein, multiples décotés, rendement des fonds propres correct. Il y avait un peu de dette au moment où je l'ai prise, il y a toujours un peu de dette, hein, 2 fois l'EBITDA en dette, mais bon, le marché joue la disruption par l'IA, ce qui pour l'instant, ne se passe pas. On a une amélioration en séquentiel du chiffre d'affaires, donc la croissance revient petit à petit. On a une spécialisation avec les services spécialisés justement sur des activités à plus forte marge, hein, donc ça devrait permettre aussi de tirer le résultat net.
Donc on a eu la publication du T1 pour Téléperformance, rien de fantastique. Croissance en ligne, hein, 3% hein, de mémoire, enfin 2,8% de croissance pro forma au premier trimestre. Pas d'informations sur l'allocation du capital, on n'a pas de rachat d'actions à signaler, ça serait bien qu'il y en ait, puisque le groupe a beaucoup de free cash flow. Donc soit ils préparent quelque chose, une acquisition, soit ils vont annoncer un plan de rachat d'actions pendant les Capital Market Days qui auront lieu en juin. Pour ce qui est des concurrents, on a eu TaskUs, donc un concurrent plus orienté IA, hein, avec une plus forte croissance, concurrent américain, qui va aussi quitter la cote. Donc OPA, du management et de Blackstone, hein, des fonds qui étaient au capital. Donc c'est comme Titech, ils vont sortir de la bourse. Et parce que en fait, ce secteur, j'ai regardé, en fait, il y a un article spécifique hein, sur le blog, vous pourrez le retrouver, mais sur ce secteur, il y a eu beaucoup de sorties de cotes puisque les multiples sont faibles, hein. Donc la bourse n'aime pas ces dossiers, à cause de la menace de l'IA, évidemment, à cause des short sellers aussi, hein, il y en a pas mal sur Téléperformance. Donc en fait, on va sortir les dossiers de la cote tranquillement. Pour Téléperformance, j'ai fait une petite spéculation sur à combien ça pourrait sortir Téléperformance de la cote. Moi, je pense 145 €, mais en fait, c'est quand même assez cher, hein, comme dossier pour qu'un private equity puisse l'acheter, hein. Donc à mon avis, c'est peu probable quand même que le groupe sorte de la cote, hein. Donc on attend l'assemblée générale qui va arriver fin mai et ensuite on aura les Capital Market Days. Peut-être qu'ils vont nous faire une grosse annonce à ce moment-là. En général, ils font des annonces, une acquisition peut-être, un programme de rachat d'actions, ça serait mieux, moi, je pense. Ça, tout dépend. Mais donc toujours à suivre, la thèse d'investissement reste valide. Pour l'instant, moi, je suis flat sur le dossier, hein, pas beaucoup de j'ai une légère moins-value de mémoire, mais rien de fantastique, donc pour l'instant, ça ne paye pas. Mais il y a toujours le dividende qui est là quand même, qui est assez intéressant, 4 à 5 de rendement. Donc moi, je prends le dividende pour le réinvestir ailleurs. Ruby. Alors là, il y a de l'actualité. Donc Ruby, hein, on joue, donc initialement quand je suis rentré sur le dossier, moi c'était, dossier value classique, hein, activité, tranquille, de distribution d'énergie, très stable, pas de croissance, bonne rentabilité. Heu, on a eu ils avaient quand même déjà commencé à investir dans Photosol, mais on ne voyait pas les dégâts que ça occasionnait. Et puis on a eu, voilà, l'échec stratégique de Photosol avec l'entrée au capital de Moelis, Patrick Moelis et Bolloré, donc et Saman qui s'est renforcé, actionnaire historique. Donc ça a eu lieu en 2024. Mais moi j'étais à l'assemblée générale de 2023 où où Saman pardon, avait déjà commencé à râler sur la stratégie. On a eu Moelis, Bolloré en 2024, ça a fortement fait monter le cours. Moelis a essayé de faire passer des résolutions pour dégager la moitié du conseil de surveillance, ça n'a pas marché. Rebelote cette année, il s'est renforcé au capital, vous retrouvez ça dans l'article ici. Du coup, maintenant, il a 9% du capital, Bolloré à 6%, Saman a toujours 5%. Donc, bon, on a toujours une bonne partie d'actionnaires qui pèsent. Et cette semaine, ou la semaine dernière, Moelis a déposé un projet de résolution pour nommer 2 personnes au conseil de surveillance, donc lui-même et Anne Lauvergeon. Donc, on va retenter le coup du putsch sur Ruby. Donc, je conserve ma ligne. Moi, j'ai plus d'objectifs. Là, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer sur le dossier. Et puis, est-ce qu'il va réussir à prendre le contrôle, faire sauter la commandite, et puis scinder l'activité, vendre Photosol éventuellement. Et donc, ça, c'est le genre de dossier un peu situation spéciale maintenant, alors qu'initialement, c'était plutôt un dossier value tranquille. Donc, toujours intéressant à suivre Ruby. Maintenant, j'ai plus qu'une petite position hein, qui me permet de suivre. Une petite position, mais qui reste significative, et une plus-value de 21%. Donc, intéressant à suivre. Sur IDI, on est sur le private equity, les résultats annuels n'étaient pas flambants. Ils versent un gros dividende du coup parce qu'ils n'ont pas d'opportunité d'investissement. Donc voilà, private equity en France, plutôt compliqué. Donc pour l'instant, ils sont en mode wait and see et il n'y a pas d'actualité spécifique à souligner sur IDI. Voilà, conclusion, c'est un partage à titre informatif uniquement. Si vous avez, voilà, pour chaque position que je présente, allez creuser de votre côté si vous êtes intéressé, faites vos propres recherches. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.